Je vous tiendrai aujourd'hui un propos résolument optimiste, malgré tous les nuages qui s'accumulent au-dessus de nous, nuages nés des différents conflits, mais aussi nuages nés du carbone. En dépit de cette situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l'Afrique. Tout d'abord parce que, après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance et présente de nouveau de l'attrait pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, à court terme, chacun le sait ici, la croissance devrait repartir à la hausse grâce à une certaine normalisation du contexte international. Ainsi, l'OMS a enfin déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale autour de la COVID-19. L'incertitude et la volatilité restent élevées, mais tout de même, depuis quelque temps, ces incertitudes et volatilités retombent. L'inflation est progressivement retombée en 2023 en Afrique et devrait graduellement revenir au niveau d'avant la COVID-19. Après un pic de 10% en mai 2023, l'inflation est aujourd'hui sur le continent autour de 7% depuis juillet. De ce fait, selon le FMI, dont il faut croire les rapports quand ils sont optimistes, la croissance devrait repartir à la hausse en Afrique en 2024. À plus long terme, les opportunités qu'offre le continent sont évidentes. Je pense tout d'abord au dynamisme démographique du continent. Il sera la pierre angulaire de son dynamisme économique. En effet, la plupart des régions du monde s'apprêtent à voir leur population active chuter. La population chinoise a baissé pour la première fois depuis 60 ans en 2022 et sa population active diminue depuis 2012. La population active en Allemagne pourrait diminuer de 7% d'ici 2050. À l'inverse, l'Afrique a de loin la population la plus jeune avec un âge médian de 19 ans contre 42 en Europe. La population active africaine devrait doubler d'ici à 2050, ce qui représente 70% de la croissance des populations actives dans le monde. Mais tout aussi important à mes yeux, l'intégration économique de l'Afrique, même si elle est lente et ne sera que progressive, elle fondera la prospérité de notre continent. La ZLECAf est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de population, avec elle recouvre 1,3 milliard de personnes pour un PIB cumulé de 3 400 milliards. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais le phénomène de grand marché sera un atout majeur pour l'Afrique si nous savons nous en saisir. Mesdames et messieurs, les opportunités d'investissement sur le continent sont considérables, mais, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, celles qui concernent la transition énergétique sont particulièrement attractives et contrairement à une idée répandue, l'Afrique a les ressources nécessaires pour réaliser sa transition énergétique. Le continent a tout d'abord un accès inégalé aux énergies renouvelables. Évidemment, on pense tout de suite au solaire, à l'énergie solaire. Le continent bénéficie de 60% des meilleures ressources solaires dans le monde. Et l'énergie solaire devrait devenir de très loin la moins chère sur notre continent. Mais il faut aller plus loin. À partir de cette énergie renouvelable, le continent pourrait s'imposer comme le grand producteur mondial d'hydrogène. Le continent africain bénéficie également de ressources considérables dans les énergies de transition. En particulier, le continent détient 13% des réserves mondiales sur le gaz naturel, une énergie fossile qui sera essentielle pour la transition énergétique. Les ressources africaines seront également critiques pour la production des métaux essentiels à la transition énergétique. D'abord les batteries, avec 70% de la production mondiale de cobalt, surtout en République démocratique du Congo, mais aussi le cuivre, qui reste essentiel pour la transmission électrique. Il y a donc des opportunités considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Mais le problème, c'est qui va investir. Et c'est là mon troisième point. Nous en avons tous conscience. Le secteur public n'a plus vocation à réaliser l'ensemble des investissements nécessaires. D'abord parce que les finances publiques africaines
sortent très affaiblis d'une succession de chocs exogènes depuis 2020. La crise de Covid-19 a été particulièrement difficile. L'endettement sur le continent s'est alourdi. La guerre en Ukraine et le resserrement brutal des taux d'intérêt à partir de mars 2022 ont achevé d'affaiblir nos capacités budgétaires. En 2023, la moitié des pays à faible revenu en Afrique sont considérés par le FMI comme à haut risque d'une crise de dette ou déjà en crise. Et là aussi, malheureusement, il faut croire le FMI. Les besoins de financement sont donc aujourd'hui immenses. En 2020, les besoins annuels de l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable étaient de 272 milliards. Je suis un peu plus pessimiste que le secrétaire général. Il est donc essentiel de montrer au secteur privé comment il peut tirer parti des investissements sur le continent. Ce partenaire est majeur parce qu'il est le seul à détenir les ressources nécessaires pour réaliser ces investissements. Comme on juge, ces 10 dernières années, les actifs mondiaux sous gestion sont passés de 48 000 milliards en 2010 à plus de 112 000 milliards de dollars en 2021. En d'autres termes, comparé aux ressources du secteur privé, nos besoins en Afrique sont modestes. Les équipes de l'OCDE estiment que les besoins de financement du continent représentent seulement 0,2% des stocks d'actifs dans le monde. Les ressources du secteur privé ne sont d'ailleurs pas uniquement détenues par les fonds de pension traditionnels. Les diasporas épargnent également. Chaque année, plus de 33 milliards de dollars. Du reste, le secteur privé est un partenaire d'autant plus légitime qu'une transformation des systèmes financiers s'est amorcée pour débloquer les investissements. Je pense en particulier à la provision de nouveaux instruments, des produits classiques comme les obligations vertes que nous connaissons tous, aux plus exotiques, comme les transactions basées sur les résultats. Ainsi, le système financier a su jusqu'à présent jouer son rôle d'innovateur. Et pourtant, depuis quelques années, la mobilisation du secteur privé dans les investissements en Afrique est inadaptée. De manière générale, les investissements directs à l'étranger profitent trop peu à l'Afrique. En 2022, les IDE dans les pays les moins développés ont chuté de 16%. La part de l'Afrique dans les nouveaux investissements directs étrangers mondiaux chute à 6% en 2020-21. Depuis 2015, la participation du secteur privé dans l'investissement en faveur des infrastructures en Afrique subsaharienne a reflué, passant de 10 milliards en 2013 à 5 milliards seulement en 2022 en dollars constants. De la même façon, les investissements dits durables profitent trop peu à notre continent. Une analyse du FMI a montré que, en général, les fonds ESG investissent très peu dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, pour résoudre ce paradoxe, il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. La question du climat des affaires dans ce contexte est importante et le Togo travaille chaque jour sur cette question. Mais le rôle de l'État ne peut pas se résumer à améliorer le climat des affaires. Ainsi, l'État doit aussi pallier les différences du marché. On connaît bien sûr le problème des externalités négatives et des biens publics. Mais dans le cas de l'investissement dans les pays en développement, la question des asymétries d'information est encore plus problématique. Alors même que les rendements y sont plus importants, les flux financiers vont généralement dans le mauvais sens, c'est-à-dire des pays en développement vers les pays développés. Les investisseurs connaissent trop peu les opportunités. Il faut donc proposer des bons projets, des projets bancables, c'est le sens de la feuille de route du gouvernement au Togo. Il faut enfin que nos partenaires nous aident et nous accompagnent face au retour de la volatilité et de l'incertitude. Ils doivent contribuer au de-risking, comme d'autres l'ont dit, notamment sur les taux de change. Je me résume pour conclure. Les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire.
Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent. Et pour cela, notre tâche, c'est de fournir de bons projets, et celle des organismes internationaux, c'est de nous aider à diminuer le risque pour l'investisseur. Je vous remercie de votre attention.